Bonjour, donc Lumière d'Italie, saison 1, épisode 6, aujourd'hui Giordano Bruno. Alors, comment intituler cette séance? On aurait pu l'intituler Giordano Bruno, le philosophe hérétique, le philosophe errant, le héros philosophique, en raison de sa fin, puisqu'il fait partie de ces philosophes qui sont morts pour leurs idées. Je vais commencer par parler non pas directement de Giordano Bruno, mais de sa statue, cette immense statue qu'on trouve aujourd'hui sur la place du Campo dei Fiori, à Rome, là où l'hérétique Giordano Bruno, enfermé depuis 1592, torturé, refusant de se repentir, était livré aux flammes par la Sainte Inquisition. Le Campo dei Fiori est situé à 2 pas de la fameuse Piazza Navona, où les Romains, les touristes se pressent le dimanche pour bavarder, un verre à la main parfois. Et c'est donc non loin de cette Piazza Navone que a lieu le 9 juin 1889, c'est-à-dire le dimanche de la Pentecôte, l'inauguration de la statue de Giordano Bruno. Il y a une foule de milliers de personnes, alors la presse catholique dit 5000, les organisateurs disent 25 000, et ces milliers de personnes viennent assister à l'inauguration de ce monument qui a été édifié à l'initiative d'un comité de libres penseurs, de francs-maçons, de militants laïcs, de militants laïcs, de républicains en tout genre. Voilà. Alors, ce comité qui a donc récolté l'argent et édifié cette statue a confié le travail à Ettore Ferrari, lui-même franc-maçon, anticlérical, député libéral, très radical, qui donc a décidé de représenter Bruno dans son habit dominicain. Une inscription est au pied du socle de la statue. A Bruno il secolo da lui divinato qui dove il rogo arse, ce qui veut dire à Bruno le siècle par lui deviné, là même où le bûcher l'a brûlé. L'organisation d'ailleurs de cette manifestation et de l'érection de cette statue a été présidée pas par n'importe qui. Il s'agit de Francesco Crispi, qui était le président du conseil, rien de moins. Alors l'inauguration donne lieu à une manifestation où marchent en tête les garibaldiens, qui sont maintenant en nombre un peu réduit quand même. Vient ensuite l'université de Rome, avec le recteur, les professeurs, les représentants des universités étrangères, la municipalité, les associations de Nola, c'est-à-dire la ville natale de Giordano Bruno, les loges maçonniques au grand complet, les représentants de différentes régions, les associations d'agriculteurs et d'artisans, signalons également le personnage, l'orateur officier de la cérémonie s'appelait Giovanni Bovio, qui était un personnage de la gauche méridionale, juriste, républicain, député depuis 1876 et franc-maçon lui aussi. Alors l'événement a reçu le patronage de nombreuses personnalités à l'échelle internationale. On peut citer parmi elles Victor Hugo, Ernest Renan, Herbert Spencer, Ernst Haeckel, George Ibsen. En Italie, c'est la crème du monde intellectuel qui apporte son soutien, avec des personnalités aussi bien de gauche que de droite. Nous avons à gauche Felice Cavallotti, journaliste, pamphlétaire républicain convaincu, ancien membre du corps des partisans de Garibaldi, fondateur du Parti radical dont il représente l'extrême gauche. Et puis à droite, nous avons Marco Minghetti, libéral, homme de droite, plusieurs fois ministre, ou encore Silvio Spaventa, lui aussi libéral et monarchiste, et par ailleurs frère du grand philosophe italien Bernardo Spaventa, qui fut l'introducteur de Hegel en Italie, et le maître de Labriola et de Croce. Alors, à cet événement, la réaction de l'Église est extrêmement violente. Le pape Léon XIII avait même menacé de quitter Rome si le monument était dévoilé. Bon, il est resté. En tous les cas, il passe la journée du 9 juin prostré au pied de la statue de Saint-Pierre. Les festivités qui suivent l'inauguration, qui durent 3 jours, sont qualifiées d'orgie satanique. L'église voit en Bruno l'incarnation de cette modernité haïe
est tant combattu. Le journal du Vatican, la Civiltà Cattolica, qualifie l'événement de triomphe des rabbins de la synagogue, des archimandrites de la franc-maçonnerie et des chefs du parti libéral démagogique. Voilà. Et le Campo di Fiori est rebaptisé pour l'occasion Campo Maledetto, le campo maudit, le champ maudit. Alors c'est donc l'apparition, avec cette manifestation impressionnante, d'un saint martyr laïque qui va être érigé comme l'emblème d'une authentique culture italienne indépendante de l'Église, et qui s'inscrit donc de ce point de vue dans la continuité du mouvement du Risorgimento. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, d'ailleurs, toute une littérature va fleurir à la gloire de Bruno, le 16 février 1900, donc pour la commémoration, en quelque sorte, du tricentenaire du martyr de Bruno, c'est Antonio Labriola, le grand ami de Engels, l'introducteur du marxisme en Italie, le père du marxisme italien, pourrait-on dire, qui commémore l'événement dans l'atrium de l'université de Rome. Alors on prend l'atrium parce que toutes les autres salles étaient trop petites pour contenir tout le monde qui s'y pressait. Et on va voir se constituer aussi un véritable réseau de cercles culturels et maçonniques dédiés à Bruno dans toute l'Italie, aussi bien en Émilie qu'à Rome, mais aussi même jusqu'en Amérique du Nord. Voilà. Donc Bruno saint laïque, voilà la première caractéristique. Alors, une remarque tout de même, c'est que Bruno a été longtemps oublié. Alors, par exemple, les philosophes français des Lumières, tout anticléricaux qu'ils fussent, n'y font pratiquement jamais allusion, sauf quelques exceptions dans l'encyclopédie de Diderot. D'autres philosophes reprennent les idées de Bruno, on va le voir, Leibniz par exemple reprend à Bruno la monade, et à bien des égards, la parenté entre Leibniz et Bruno est tout à fait frappante. Mais, comme toujours, Leibniz, de toute façon, ne dit pas à qui il emprunte ses idées, et surtout ne va pas aller se vanter d'avoir emprunté des idées à quelqu'un qui s'en le souffre, comme Giordano Bruno. Alors, paradoxalement, s'il y a là un paradoxe, c'est le 19e siècle allemand qui va redécouvrir Bruno, avec des gens comme Jacobi, Schelling, Hegel. Schelling écrit en 1802 un livre intitulé Bruno ou du principe naturel et divin des choses, et c'est en Allemagne que, pour la première fois, seront publiées les œuvres italiennes de Bruno, c'est-à-dire les œuvres écrites en langue italienne. Les œuvres latines, elles, voient le jour à Naples entre 1879 et 1881. Et nous avons une édition des œuvres italiennes par Giovanni Gentile en 1906-1907 qui va faire longtemps autorité. Alors, j'ai dit au début, on pourrait appeler ça le philosophe errant, et effectivement, ce qui caractérise Bruno, peut-être, c'est son errance. Il est né à Nola, une petite ville du vice-royaume de Naples, alors janvier ou février 1548, d'un soldat nommé Giovanni Bruno et de Frau Lisa Savolino. Alors lui-même, d'ailleurs, son nom de baptême, c'est Filippo, et non Giordano Bruno, et Giordano, ça va être son nom religieux. Alors il passe toute son enfance à Nola, il reçoit tout de même un enseignement élémentaire, et il va garder toute sa vie une certaine nostalgie de sa ville natale, et c'est d'ailleurs pourquoi il va se faire appeler le Nolin. Il Nolano, je suis de Nola, dit-il avec fierté. Alors, Nola n'est qu'un point de départ. Quand il va quitter Nola, il va commencer de longs voyages. Alors, il suffirait de donner la liste des villes où il a séjourné, enseigné, publié des livres. Villes que généralement il a dû quitter parce que soit il savait que les choses allaient mal tourner pour lui, soit parce qu'on l'en a chassé. Alors, je vais donner rapidement cette liste. La première étape, c'est Naples, qui va être une étape assez longue puisque c'est sa formation. Ensuite, Rome, où lui arrivera quelques petits ennuis puisqu'il est accusé d'avoir jeté au Tibre un frère qu'il soupçonnait de l'avoir dénoncé à l'Inquisition. Bon, il semble que l'accusation soit tout à fait fausse. Enfin, beaucoup de spécialistes considèrent que c'est une des accusations qu'on a lancées à Bruno pour le discréditer. Ensuite, il va errer dans l'Italie, il va se retrouver à Chambéry, Genève, Lyon, Toulouse, Paris, Londres, Oxford, Londres, Paris, et puis Marbourg, Wittenberg, Francfort, Helmstedt, Prague, Zurich, et finalement retour à Venise. Avant de repartir pour Rome, dans un fourgon cellulaire. Alors il faudrait s'arrêter sur chacune de ces étapes, parce que
On va trouver sur chacune de ces étapes un enseignement, on va trouver des livres, on va trouver des polémiques aussi, et puis les mésaventures de notre philosophe errant. Philosophe qui va errer parce que il va être non seulement poursuivi par l'Église catholique pour hérésie, c'est-à-dire la cause première de sa fuite de Naples, et puis il finira par être excommunié tant par les calvinistes que par les luthériens, et finalement il va finir condamné et brûlé à Rome. Alors, je ne peux pas suivre l'intégralité de ce parcours brownien dans toute l'Europe, hein. Je me contenterai de quelques étapes qui me semblent les plus importantes. Ben, la première, c'est ses années de formation. Donc en 1562, il a 14 ans, hein, il se rend à Naples pour y poursuivre ses études. Évidemment dans un cadre tout à fait catholique, ecclésiastique. Et là, il va commencer à recevoir des leçons de la part de maîtres qui vont l'influencer. Et la première de ces influences, ça va être sa rencontre avec l'avéroïsme, c'est-à-dire avec la doctrine issue d'Averroès, Imrouch disent les Arabes, Averroès qui avait été condamné d'ailleurs par les autorités de Cordoue, qui avait dû fuir Cordoue pendant les dernières années de sa vie, dont les livres avaient été brûlés d'ailleurs, mais qui était connu en Europe et dont les idées vont se répandre, notamment en Italie. Alors, comment Bruno rencontre-t-il Averroès ? Eh bien, il le rencontre par son professeur qu'on a surnommé il Sarnese, parce qu'il est originaire de la petite ville de Sarno, proche de Salerne. Alors, il Sarnese est donc un avéroïste, c'est-à-dire un de ses disciples d'Averroès. Alors, Averroès est mort en 1198, hein, mais il est connu dans l'Europe savante de l'époque pour ses commentaires d'Aristote, qui ont été traduits en latin par un philosophe écossais qui a vécu à Tolède. Voilà, l'Europe, c'est ça l'Europe, hein. Un philosophe écossais qui vit à Tolède traduit un auteur arabe en latin. L'avéroïsme est défendu par un certain nombre d'éminents penseurs, hein, médiévaux. On peut citer par exemple Sigert de Brabant, alors là nous voilà dans les Flandres, hein, avec Sigert de Brabant, Jean de Jandin. Alors Jean de Jandin, qui va être le collègue de Marcille de Padoue à l'université de Paris dans les années 1320. Hein. J'en avais parlé quand j'avais parlé justement de Marcille de Padoue il y a quelques séances. Alors, l'avéroïsme va être condamné à plusieurs reprises par les autorités ecclésiastiques et deux grands théologiens et philosophes, Albert le Grand et Thomas d'Aquin, mènent l'offensive contre la doctrine d'Averroès et notamment contre un des points centraux de cette doctrine, qui est l'idée d'intellect, agent unique, commun à tous les hommes. Au fond, tous nos esprits ne sont qu'une partie de l'esprit de Dieu. Voilà. Et c'est cette doctrine qui va être combattue. Mais le grand inquisiteur, bien qu'il ne porte point ce nom, c'est l'évêque de Paris, Étienne Tempier, qui en 1270 et 1277 condamne solennellement les thèses d'Averroès, fait brûler ses livres d'ailleurs, et les déclare contraires à la foi catholique. Alors cette condamnation porte sur 3 points importants, que je vais citer ici, parce que justement, on les retrouvera peut-être chez Giordano Bruno. Premier point, déclaré hérétique, c'est l'idée que Dieu agit toujours selon une nécessité interne de son essence. Voilà. Ça, c'est considéré comme en contradiction avec les dogmes de la création, de la providence et de la liberté humaine. L'idée que Dieu agit selon la nécessité interne de son essence, on la retrouvera chez Bruno, chez Spinoza. Deuxième thèse avéroïste qui va être condamnée, c'est l'éternité des espèces au détriment des individus périssables. Autrement, les espèces sont éternelles. Comme s'il y avait une sorte de modèle, et qu'elles étaient toujours prêtes à revenir, et seuls les individus sont condamnés à disparaître. Là encore, c'est en contradiction avec l'idée de création. Et puis enfin, troisième thèse, l'union de l'âme avec l'intellect, agent divin, et son retour en lui après la mort. Voilà. Il n'y a plus de résurrection des corps, il n'y a plus rien de la doctrine catholique. Les hommes, après leur mort, leur esprit revient d'où il vient, c'est-à-dire de l'esprit de Dieu. Bon, alors c'est une condamnation qui s'accompagne d'ailleurs de la condamnation de certaines thèses aristotéliciennes qui sont défendues par Thomas d'Aquin. Voilà, Thomas d'Aquin, lui aussi, va
à un certain moment de sa vie, se retrouver sur la liste des hérétiques, mais très très peu, hein, c'est très très modéré. Mais ces condamnations ne vont pas réussir à enrayer l'influence de l'avéroïsme dans le monde catholique. Par exemple, l'université de Padoue va être un centre de diffusion de l'avéroïsme. Alors, parallèlement à cet enseignement du Sarnèse, qui va l'initier à des doctrines qui sont déjà déviantes par rapport à l'orthodoxie catholique de l'époque, Bruno va suivre aussi un enseignement de logique. Ça va devenir un spécialisme du syllogisme auprès d'Augustinien Teofilo di Vairano, un maître qui le marquera et dont on le parlera plus tard avec beaucoup de reconnaissance. Et c'est encore à Naples que Bruno va rencontrer une autre de ses grandes influences, qui est l'influence de Erasme. Et il va également s'intéresser, sous l'influence d'un de ses maîtres, Pietro Ravenate, il va s'intéresser à la thématique, à travers les écrits de Pietro Ravenate, il va s'intéresser à la thématique de la mémoire. Et la question de la mémoire, des moyens mnémotechniques, des arts de la mémoire, va beaucoup l'occuper. Il va lui donner d'ailleurs une bonne part de sa réputation à l'époque. Donc voilà les premiers pas dans l'enseignement de Giordano Bruno. En 1565, le 15 juin, il devient novice chez les dominicains de San Domenico Maggiore. Et il va prendre là le nom de Giordano. Alors c'est une entrée relativement tardive, hein, il aurait pu devenir novice plus tôt, et alors d'autant plus étonnante que il devient novice au moment où sa pensée s'est déjà formée et a commencé d'emprunter des directions qui l'éloignent de la doctrine catholique. Il le racontera devant ses juges, à Venise, hein, en 1592, il dit qu'à cette époque, il avait déjà plus que des doutes sur la nature divine du Christ et sur la question du mystère de la Sainte Trinité. Alors ça, c'est quand même grave, hein, c'est deux des principaux dogmes catholiques. Hein. C'est d'ailleurs ce qui distingue les catholiques des autres courants issus de l'enseignement présumé de Jésus-Christ. Et de ce point de vue, on pourrait rattacher l'orientation religieuse de Bruno à l'arianisme. En tout cas, à un antitrinitarisme qui constitue le noyau originaire de sa philosophie. Je reviendrai peut-être sur l'arianisme, qui était la doctrine d'Arius qui niait la nature divine du Christ et le dogme de la Sainte Trinité et qui a été condamné au Concile de Nicée. Donc c'est aussi à cette époque que Bruno va rencontrer la pensée d'Erasme, chose assez importante, l'influence d'Erasme, dont il semble connaître la plupart des écrits de manière assez étendue, joue sur lui. Les citations de textes d'Erasme, par exemple, se retrouvent dans tous les écrits de Bruno. Et on peut dire qu'Erasme fut, dans tous les sens du terme, le véritable maître de Bruno. Et c'est cette influence d'Erasme qui lui vaut d'être mis en accusation, une première fois en 1566 et une deuxième fois en 1567. Et puis, en 1576, eh bien, notre frère Bruno va se trouver confronté à un procès qui va lui être intenté par le provincial des Dominicains, qui l'accuse de suivre l'hérésie d'Arius. Voilà. Donc vous voyez pourquoi j'ai parlé de l'arianisme. Effectivement, il est accusé d'arianisme. Alors l'arianisme, ça mériterait aussi de longues digressions. Hein. C'est une des versions, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on parle d'hérésie, mais c'est devenu hérétique après coup, hein, après le Concile de Nicée. C'est une version du christianisme qui accepte le Christ comme le messager de Dieu, mais pas comme Dieu. Hein, ce qui signifierait pour les ariens le retour à une forme de polythéisme. Hein. La Sainte Trinité, pour eux, c'est du polythéisme. Alors l'arianisme a une très grande influence. Hein. Quand on parle par exemple du baptême de Clovis, Clovis était déjà chrétien, mais chrétien arien, comme une bonne partie de ceux qu'on appelait les barbares ou les Goths ou les Francs. Ils étaient ariens. Et Clovis est rentré dans la religion catholique, c'est-à-dire qu'il accepte le Concile de Nicée, la Sainte Trinité et tout le tralala. Voilà. Alors l'arianisme, lui, a maintenu au fond ce qu'était le judaïsme primitif, c'est-à-dire un monothéisme rigoureux, tout en acceptant l'enseignement du Christ.
Et cet arianisme peut par exemple avoir une grande place en Afrique du Nord. Curieusement peut-être que le successeur de l'arianisme, c'est tout simplement l'islam. L'islam dont on peut penser qu'il reprend, il suffit de voir le nombre de fois sont cités Jésus et Marie dans le Coran, qu'il reprend une bonne partie du christianisme, mais d'un christianisme judaïque. Voilà. Tout ça, ça mériterait qu'on s'y attache un peu plus qu'on ne le fait et qu'on sorte des jugements trop rapides sur les religions qu'on ne connaît pas. Alors, confronté à ce procès intenté par le provincial des Dominicains, eh bien, Bruno rompt ses vœux, quitte Naples. Il va errer dans l'Italie, il va enseigner, il va faire toutes sortes de choses, et puis il va passer en France. Et à l'hiver 1578, il est au couvent des Dominicains de Chambéry. Là aussi, chose intéressante, il va aller souvent de couvent en couvent. Le réseau des couvents dans toute l'Europe était un réseau de communication où un certain nombre de lettrés, ecclésiastiques pour la plupart évidemment, passaient, trouvaient le gîte et le couvert, et pouvaient avoir des débats, des discussions, sans avoir besoin d'Internet. Voilà. Et puis là, il est alerté assez vite de l'hostilité qu'il va rencontrer dans la région de Lyon, et il décide de se rendre à Genève, où il sera amicalement accueilli par Gian Galeazzo Caracciolo, le marquis de Vico, qui est un calviniste italien, cas suffisamment rare pour être noté, calviniste italien qui a formé une communauté évangélique à Genève. Alors Genève, à l'époque, c'est la grande cité calviniste. La réforme a été définitivement adoptée en 1536, la messe catholique était interdite. En 1541, Genève est devenue une république dont la constitution a été rédigée par Calvin, à qui d'ailleurs va succéder Théodore de Bèze. Alors l'expérience genevoise de Bruno va avoir une grande influence sur sa vie et ses idées. Il a été accusé d'hérésie par l'Église de Rome, eh bien, il va être encore en plus mauvais termes avec l'Église réformée calviniste, et puis ensuite avec la luthérienne. Cet homme cherche des ennuis. Alors donc il va délaisser une nouvelle fois la vie des Dominicains, qu'il avait repris à un moment donné dans son errance italienne, et puis il va devenir correcteur d'imprimerie. En même temps, il s'inscrit à l'académie, il adhère formellement à la religion calviniste, ce qu'on sait d'après les registres de l'église calviniste italienne de Genève. Alors Bruno ne fera jamais mention de cette conversion, qui, vu de l'église catholique, apparaîtra comme une apostasie, crime suprême. Et lors de son procès, il déclarera au contraire qu'il avait refusé de professer la religion calviniste. Quoi qu'il en soit, s'il est demeuré à Genève, c'est parce qu'il a pris la profession de foi calviniste, sinon il n'aurait pas pu. Même exercer le métier de correcteur d'imprimerie en n'étant pas calviniste, c'est impossible. Cependant, eh bien, dès le mois d'août, après son arrivée à Genève, eh bien, un procès lui est intenté pour avoir diffamé le titulaire de la chaire de philosophie, un nommé Antoine de la Faille, en faisant imprimer une liste de 20 erreurs qui se seraient trouvées dans une seule de ses leçons. Bruno est donc mis en prison. Alors, il a non seulement mis en cause un professeur, mais encore mis en cause le consistoire, c'est-à-dire l'organe chargé de la direction des affaires religieuses, deux actes gravissimes dans cette République qui méconnaît radicalement le principe de tolérance, et qui refuse encore plus la liberté de parole que l'Église de Rome. Donc il est sommé de se rétracter, de détruire le libelle incriminé. Il se plie, se rétracte et part de Genève. Bon, leçon importante, la religion réformée vaut pas mieux que la catholique, c'est même pire. À la fin de 1581, donc, il va repartir en France, il va passer par Toulouse, où il va obtenir son doctorat en philosophie, et puis à la fin de 1581, les troubles de la guerre de religion le poussent vers Paris, où il va continuer d'enseigner, donner des leçons sur la philosophie d'Aristote, et il atteint vite une telle réputation qu'Henri III l'appelle à la cour. Henri III est intéressé par ces techniques de la mémoire. Alors c'est un premier séjour parisien qui est très productif. Bruno publie 3 œuvres qui dessinent les motifs essentiels de sa réflexion philosophique à venir. Tout d'abord une œuvre latine, De Umbris Idearum, de l'ombre des idées,
auquel il va ajouter l'Ars Memoriae, qui va être dédié au roi de France. Alors Henri III, d'ailleurs, va accepter la dédicace et va nommer Bruno lecteur extraordinaire, et le fait donc rentrer dans le groupe des lecteurs royaux, qui peuvent donc polémiquer contre le conformisme de la Sorbonne, qui est complètement dominé par l'aristotélisme revu par Thomas. C'est intéressant parce que ça prouve que cet homme a été aussi protégé, il est philosophe errant, mais aussi protégé parfois par les grands de ce monde, le roi de France. Alors, que défend-il dans le De Umbris Idearum? Il défend que l'idée d'origine platonicienne, que les choses sensibles sont les projections des idées, et les images et les simulacres sont des ombres de ces projections. C'est un thème platonicien typique, qui est courant dans la philosophie de la Renaissance. Alors Bruno, explicitement ou implicitement d'ailleurs, se réfère à Marcille Ficin, cette fois, le grand platonicien florentin, dont on avait parlé l'avant-dernière fois. Et d'ailleurs, les doctes d'Oxford, avec lesquels il va être confronté bientôt, lui reprocheront de plagier Marcille. En tous les cas, Bruno affirme que pour comprendre sa philosophie, il faut être versé dans la métaphysique et dans les doctrines des platoniciens. Alors, le De Umbris est divisé en deux parties. La première partie analyse des idées en rapport avec les ombres et en elles-mêmes, et la deuxième partie développe un art de la mémoire. Or, le plus intéressant du point de vue spéculatif est contenu dans la première partie, et Bruno énonce 30 intentions qui forment un résumé de ses principes philosophiques. Et dans cette première partie, Bruno va également affirmer quelque chose qui va servir de ligne de conduite et qui devrait servir de ligne de conduite à tout le monde. Il faut se tenir, si on est homme, entièrement sur le terrain de la vérité. Alors pourquoi il va finir par refuser toutes les abjurations qu'on va lui demander? Se tenir sur le terrain de la vérité, quoi qu'il en coûte. Alors, toujours à Paris, en cette même année 1582, Bruno va composer une comédie, la seule qu'il ait composée, qui s'appelle Il Candelaio, le chandelier, écrite en italien. Cette comédie va lui permettre d'exprimer ses critiques morales et ses critiques sur la société de son époque, tout en développant certains de ses thèmes. Et puis de Paris, Bruno va partir à Londres. Il part à Londres en avril 1583, muni de lettres de recommandation du roi Henri III, à l'intention de l'ambassadeur de France, Michel de Castelnau. Alors Bruno va gagner Londres, où il séjournera le plus souvent à l'ambassade de France, tout simplement. Alors on a voulu voir dans ce nouveau voyage l'accomplissement d'une mission que lui aurait confiée le roi. C'est une hypothèse assez gratuite. En fait, plus vraisemblablement, Bruno quitte Paris en raison des tensions croissantes entre les catholiques et les protestants, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il va justifier au moment de son procès. En effet, la présence à la cour d'un homme en froid, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Église catholique, et qui est même accusé de s'être converti au calvinisme, même pour un bref laps de temps, et qui continue de professer des opinions même très peu orthodoxes, pouvait embarrasser Henri III, qui est soumis à la pression de la Ligue, c'est-à-dire les catholiques de la contre-réforme, les catholiques les plus intransigeants, et notamment qui sont absolument opposés à tout accord avec les protestants. Donc voilà, il part à Londres, et en juin, il va faire une première visite à Oxford, et là, il est dans la suite du prince Albert Lasky. Et c'est pour Bruno la première grande confrontation avec l'un des principaux théologiens puritains, John Underhill. Alors, cette rencontre est racontée de manière assez acerbe dans la Cena delle Ceneri, le souper des cendres ou le dîner des cendres. Voilà. Il va retourner à Londres, et là il va écrire 3 livres pour les publier ensemble: Ars Reminiscendi, l'art de se remémorer, Explicatio Triginta Sigillorum et Sigillus Sigillorum, l'explication des 30 sceaux et le sceau des sceaux, qui sont des livres tous consacrés aux arts de la mémoire. Et en août 1583, il va commencer une série de leçons sur l'immortalité de l'âme.
et sur la quintuple sphère. Là, on est en train de toucher aux choses sérieuses. Très vite, il doit interrompre ses leçons, et puis il va quitter définitivement Oxford. Alors, Bruno est accusé d'avoir plagié Copernic et Marcille Ficin, et il est chassé. Accusation non fondée, parce qu'il est vrai qu'il cite souvent Marcille Ficin, ou qu'il va citer Copernic, mais il le dit d'ailleurs qu'il loue grandement Copernic, mais parce que c'est sa manière de faire. Il prend des extraits, des citations, puis il les réarrange à sa manière, et les repense pour lui. L'accusation de plagiat est un mauvais procès, mais parce que tout simplement, les doctes d'Oxford n'avaient plus envie d'avoir affaire avec cet oiselet italien, comme il disait, parce qu'il était petit et de constitution apparemment frêle. Bruno va donc retourner à Londres, il va s'installer comme gentilhomme à l'ambassade de France. Et l'année 1584 va être une année très très productive, puisqu'en peu de temps, il va publier quelques-unes de ses œuvres majeures, dans Le dîner ou le souper des cendres, De causa principio et uno, de la cause, principe et un, qui est un ouvrage de métaphysique, De infinito universo et mondi, de l'univers infini et des mondes, où va exposer là encore sa cosmographie, puis enfin, Lo spaccio della besta trionfante, l'expulsion de la bête triomphante. Alors le dîner des cendres est à la fois un témoignage polémique des rapports de Bruno avec les docteurs d'Oxford, il les tient en gros pour des idiots qui comprennent rien à la logique, et même il les traite de porcs. En tous les cas, c'est une œuvre où sont esquissés les thèmes et les problématiques qui vont être reprises dans tous les ouvrages ultérieurs. Et on y trouve les principaux titres de gloire de Giordano Bruno. D'abord sa cosmographie, l'univers est infini, il y a un nombre infini de mondes. Alors cette cosmographie n'est pas une invention de Bruno, il a des précurseurs. L'univers infini, ça remonte aux atomistes, par exemple. Et puis, on va citer aussi dans les précurseurs Nicolas de Cuse et sa doctignorance. Mais par rapport à eux, Bruno propose une double révolution. D'une part, contre le monde d'Aristote et de Ptolémée, il prend la défense de Copernic et de sa thèse selon laquelle le Soleil est au centre du monde et que la Terre se meut. Mais il ne s'en tient pas à Copernic, puisqu'il oppose à Copernic la conception d'un univers infini, radicalement décentré, et il reprend à son compte, au fond, quelque chose qu'il a trouvé chez Nicolas de Cuse, cardinal et légat du pape, notamment cette phrase de Nicolas de Cuse, qui est tout à fait révélateur, qui dit « Le centre du monde coïncide avec la circonférence ». On trouve ça dans la doctignorance. Voilà. Alors, au-delà de la cosmographie, Bruno commence aussi à mettre en avant une conception de la réalité qui lui est propre. La réalité est un principe de vie. Elle est autoproduction. Voilà. Elle ne demande pas l'intervention d'un créateur, ou plus exactement, elle est le créateur lui-même, elle s'auto-crée, en quelque sorte. Autoproduction infinie de la vie, et donc autoproduction infinie d'une infinité de formes. Dans un mouvement éternel de décomposition et de recomposition. Là aussi, évidemment, on ne peut que penser aux atomistes, à Épicure et à Lucrèce, évidemment. Alors, ces thèses vont définir la place de Bruno dans l'histoire de la philosophie, et son continuateur le plus direct, le plus immédiat, c'est sur ce plan aussi Spinoza. Le deuxième de ces livres, ou le troisième, ou le quatrième, je ne sais plus, qui est l'expulsion de la bête triomphante, tient une place un peu particulière, puisque c'est une œuvre essentiellement consacrée au développement de ses conceptions morales et juridiques, sous une forme littéraire. On a une assemblée de dieux qui, à la demande de Jupiter, doivent réformer les cieux. Et Bruno développe une morale qui prend pour cible les religions existantes, et parmi les religions existantes, encore plus la religion réformée que les autres. Pour bien comprendre cette œuvre, d'ailleurs, il faut revenir au contexte philosophique et religieux, et notamment sur la polémique Erasme-Luther, dans laquelle Bruno
et bien plus proche d'Erasme que de Luther. En 1585, il a publié la Cabale du cheval Pégase, et les Fureurs héroïques. Le premier de ces ouvrages est un complément de l'expulsion de la bête triomphante. C'est un ouvrage qui prend appui sur la tradition kabbaliste, qui est très en vogue à la Renaissance. Cette tradition selon laquelle la Kabbale juive contiendrait sous une forme ésotérique les vérités du christianisme. Et c'est à partir de certains ouvrages de cette tradition que Bruno fait de l'âne le symbole de la sagesse. On va trouver aussi de nombreuses références à Socrate et à la docte-ignorance de Nicolas de Cuse. Dans les fureurs héroïques, le terme de fureur doit être entendu au sens de folie, cette folie qui est l'éros selon Platon, et cette folie dont Erasme a fait l'éloge. La folie est héroïque, car le héros, comme Eros, est un demi-dieu, un intermédiaire. Les fureurs héroïques sont donc la tendance mystique propre à l'homme qui a compris certaines réalités, en s'assimilant à Dieu. Et ici, évidemment, ces fureurs héroïques, c'est la voie vers ce que Spinoza appellera amour intellectuel de Dieu. Comme Dieu est dans chaque chose, il est la réalité elle-même, dira Spinoza, Deus sive natura. Et donc comprendre le monde, se l'assimiler finalement, c'est s'assimiler à Dieu. Alors, un petit mot, avant d'aller plus loin, sur le monde tel que Bruno le voit. Donc il part de l'impossibilité de concevoir un monde fini. Les aristotéliciens, et encore Copernic, supposaient que le monde est un ensemble de sphères, avec à la fin une sphère qui englobe tout, qui était la sphère des étoiles fixes. Alors Bruno reprend un argument d'Épicure. Il dit, supposons un homme aux confins du ciel et qui essaie de faire passer son bras à travers. Qu'est-ce qui arrive au bras? Il va réfuter la définition du lieu qu'a donné Aristote, et il l'attaque encore sur un autre plan. Dans un monde fini, on ne peut pas échapper à l'idée du vide, dit-il. Parce que sinon tout mouvement est impossible. Et c'est en contradiction avec un autre dogme d'Aristote qui dit que la nature a horreur du vide. Du coup, il montre l'inconsistance de la théorie aristotélicienne. Du reste, certes, les sens ne peuvent pas nier l'idée d'infini, que l'on ne peut pas nier l'infini, puisque qu'on ne puisse pas le voir, ce n'est pas un argument pour le nier. Et si on pose Dieu comme infini, dit encore Bruno, on doit poser l'univers comme infini. Alors ça, c'est un argument qui reprend de Nicolas de Cuse. Il dit, si vous pensez que l'univers est fini et que Dieu est infini, Dieu donc, c'est une idée qui est souvent défendue, on la retrouvera même chez Descartes. Il doit y avoir moins dans l'effet que dans la cause, et par conséquent, le monde produit par Dieu doit être moins que Dieu lui-même. Donc il ne peut pas être infini. Donc il est fini. Voilà. Cet argument-là, Bruno le réfute, en reprenant d'ailleurs Nicolas de Cuse sur ce plan. Si vous pensez que Dieu ne peut pas faire un monde infini, c'est que vous êtes en train de mettre en cause la puissance infinie de Dieu. Voilà, faut être sérieux. Et on peut retourner donc aux théologiens de l'époque, leur argumentaire, en leur disant, c'est vous les impies, puisque vous mettez en cause la puissance de Dieu. Alors, Bruno réfute également l'idée de monde sphérique, parce que, dit-il, pour que le monde soit sphérique, il faudrait qu'il y ait quelque chose pour le limiter, donc quelque chose en dehors du monde qui limite le monde. Or, cette chose devrait être corporelle, puisque le monde est lui-même corporel, et seule une chose corporelle peut limiter une chose corporelle. Par conséquent, si le monde est sphérique, il y a un autre monde au-delà du monde, donc le monde n'est pas sphérique. Voilà. Alors, tous ces arguments qui sont à peu près imparables d'ailleurs, amènent Bruno à introduire une distinction entre monde et univers. L'univers est composé pour lui d'une infinité de mondes, qui eux-mêmes sont finis par contre. Nous sommes autour du Soleil, nous constituons il y a un petit monde dans lequel on est. Puis à côté, il y a d'autres mondes. Ça, c'est en gros ce qu'on pense aujourd'hui. Il y a des étoiles, puis des planètes autour de ces étoiles. Elles sont retenues dans des galaxies, et puis il y a des tas de galaxies, etc., etc.
Alors dans un tel monde, évidemment, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Ce monde radicalement décentré, et la Terre donc doit se mouvoir. Et l'unité du ciel donc est pensée comme un espace général qui embrasse la pluralité des mondes. Et Bruno va commencer à développer d'ailleurs une théorie de la relativité du mouvement. Si nous ne sentons pas le mouvement sur la Terre, c'est parce que relativement à la Terre, nous sommes immobiles. Mais ça ne veut pas dire que la Terre est immobile. Et on va retrouver des arguments développés chez Bruno, qui sont ceux de Galilée dans son discours sur les deux grands systèmes du monde. Donc voilà, premier pilier qui vient d'être abattu, celui de la cosmologie. Deuxième pilier que Bruno va détruire, c'est la distinction entre deux mondes, entre le monde sublunaire, le nôtre, le monde de la génération et de la corruption, le monde des graves, dans lequel les corps tombent vers leur centre naturel, qui est le centre de la Terre, et puis d'autre côté, le monde, à partir de la Lune, le monde des astres, qui est fait de corps parfaits, donc non soumis à la génération et à la corruption, et qui tourne selon le mouvement naturel, qui est un cercle. Voilà. Alors cette distinction, Bruno la met à bas. Il affirme que tous les corps sont identiques, qu'il n'y a pas de distinction entre la Lune et la Terre, ils sont faits de la même chose. Tous les corps sont identiques. Et là encore, il s'inspire nettement de Lucrèce, et il va du même coup mettre en cause l'opposition entre mouvement naturel, mouvement violent, qui font de la physique d'Aristote, l'opposition entre grave et léger, et il se demande pourquoi les grands corps sont à une distance suffisante les uns des autres. Il va donc esquisser une sorte de théorie de la gravitation. Il y a toute une série de réflexions qui sont absolument géniales chez cet auteur, et qui vont être les bases de ce que vont développer, avec plus d'arguments, avec plus de preuves scientifiques, on va dire, des gens comme Galilée et Kepler. Signons quand même que Kepler dit à Galilée, sans Bruno, on n'aurait rien pu faire. C'est important de rappeler ça. Bon. Alors je vais dire un mot de son séjour à Wittenberg, en Allemagne. Alors là aussi, il va être pourchassé, il va aller à Marbourg, il va être expulsé, enfin bref. À Wittenberg en 1586, oui, j'ai oublié de dire, oui, il est revenu à Paris, tout ça, enfin bref, il continue de voyager beaucoup. À Wittenberg, en 1586, il va passer 2 ans, où là, il va être pleinement intégré au corps de l'université, où il va enseigner, et il sort à gré à ses collègues de leur accueil. Je signale ce point parce que, avant son départ, il va prononcer une oraison où il va louer la sagesse de ses collègues, leur urbanité, leur modération, et il va faire un plaidoyer pour la liberté de pensée philosophique. Là aussi, le second qui reprendra ce plaidoyer pour la liberté de pensée s'appelle Spinoza. Bon, mais bientôt, il va être rattrapé, non pas par la brigade, mais par les luthériens qui le bannissent. Il va arriver à Genève en août, à l'invitation de Mocenigo, qui est un noble vénitien, qui lui a demandé de venir. Il arrive en 1591, c'est passé beaucoup de choses. Il arrive à Venise à l'invitation ça va être son avant-dernière étape, de Mocenigo, donc noble vénitien, qu'il fait venir pour qu'il lui enseigne les arts de la mémoire et de l'invention. Bon, il y a une chose un peu curieuse, c'est pourquoi il retourne en Italie. C'était quand même pas une terre où il était bien accueilli, et on pourrait penser que c'est une sorte d'acte suicidaire. Alors, Gentile avance comme hypothèse qu'il ait été attiré par la perspective d'une chaire de mathématiques à l'université de Padoue. Et effectivement, il avait entrepris des démarches à Padoue, où il s'est rendu avant de venir à Venise. À Padoue, d'ailleurs, il va composer un traité de géométrie, 2 traités de géométrie. Il va donner aussi des cours privés pour des étudiants allemands, puis finalement il retourne à Venise pour l'hiver. Alors, dans ces démarches, on ne doit pas oublier que Bruno, au fond, n'a pas perdu l'espoir de trouver une sorte de modus vivendi avec l'Église romaine. D'autant qu'après ses démêlés avec les calvinistes et les luthériens, il est maintenant excommunié par tout le monde. Donc, il y aurait des considérations d'opportunité pratique. Mais il n'y a pas que des considérations d'opportunité pratique. Tout compte fait, et sur le fond, Bruno préfère l'Église catholique aux protestants.
en dépit de tout ce qu'ils pensent par ailleurs de leur doctrine, hein, c'est pas la question. Il y a une raison de fond qui est le point délicat du rapport entre la foi et les œuvres. Au fond, le protestantisme, pour aller très vite, considère que, comme Augustin d'ailleurs, qu'il n'y a que la foi qui sauve. Les œuvres, c'est-à-dire ce que nous faisons, au fond, c'est Dieu qui l'a décidé qu'on allait être bon. Donc, en aucun cas, on ne peut s'en attribuer le mérite. Il est bien de faire le bien, mais c'est pas vous dites pour rien. C'est Dieu qui vous a choisi. Et de toute façon, quoi que nous fassions, nous sommes sauvés ou condamnés. Dieu l'a décidé une fois pour toutes. Et même, il y aura très peu d'élus. Donc la majorité d'entre nous finiront en enfer. Alors c'est une doctrine qui paraît terrible, mais qu'en même temps très consolante, puisqu'on est débarrassé de la culpabilité. On n'a plus à se préoccuper si on a fait le bien ou on a fait le mal. On peut pas passer sa vie à gagner de l'argent et à devenir très riche. C'est pas bien grave. Puisque de toute façon, c'est Dieu qui l'a voulu. On est tranquille. Le protestantisme va libérer le monde. Alors que le catholique vous embête avec sa culpabilité. Est-ce que tu as bien fait aujourd'hui? Est-ce que tu as été bon? Alors, je caricature évidemment, mais je crois que c'est très important. Et Bruno, lui, considère que ce qui compte, c'est ce que nous faisons et que nous sommes libres de bien agir ou de mal agir. Voilà. Et c'est pour cette raison que Bruno préfère au fond le catholicisme. Il l'explique dans l'expulsion de la bête triomphante, ce rapport avec le catholicisme. L'homme doit pouvoir se sauver par ses œuvres. Et Bruno a beaucoup insisté sur la pédanterie des réformés et sur leur paresse, parce que justement c'est de la paresse si on se laisse, si on est une fois pour toutes sauvé ou condamné. Voilà. Et puis dernier point, pour son retour en Italie, il compte sur l'élection du nouveau pape Clément VIII, qui peut-être va instaurer un climat intellectuel plus favorable dans l'Église. Voilà. En tout cas, Bruno s'installe chez Mocenigo en mars 1592 et il demande à Mocenigo l'autorisation de se rendre à Francfort pour y publier certains livres. C'était déjà un centre important du livre à Francfort. Et puis il va retourner et là, les choses vont se gâter. Mocenigo est mécontent des leçons de Bruno et peut-être de l'attitude de Bruno, qui doit lui sembler un peu trop... Ce noble n'aime pas être dominé par quelqu'un qui pour lui n'est qu'un serviteur en vérité. Et du coup, Mocenigo le dénonce à l'Inquisition le 23 mars 1592 et alors il est accusé d'hérésie. Bon, Mocenigo c'est le traître des traîtres de toute cette affaire. Dans l'enfer de Dante, il irait au fond du 9e cercle, là où sont entassés les traîtres dans les pires souffrances. Alors il est dénoncé et il va être arrêté. Alors l'accusation de Mocenigo va nous amener donc au procès. La première phase du procès de Bruno, elle se déroule à Venise. L'accusation de Mocenigo est basée sur 3 lettres écrites, 23, 25, 29 mai. Et Mocenigo affirme que Bruno, considère que la transsubstantiation du pain en chair est une bêtise de l'Église catholique. Non. C'est une des querelles de la Réforme. Est-ce que le corps du Christ est réellement présent dans la Sainte Eucharistie ou est-ce qu'il n'est que symboliquement? Bon, les protestants vont opter pour le symbolique et les catholiques maintiennent la réalité de la transsubstantiation. Bon, on va laisser ce débat théologique de côté. Alors, selon Mocenigo, Bruno se dirait ennemi de la messe et aucune religion ne lui plaît. Et enfin, le Christ était mauvais et se livrait à de mauvaises actions de séduire les peuples. Et puis, Bruno ne reconnaissait aucune distinction de Dieu en 3 personnes, ça c'est vrai. Il affirmait que l'univers est infini, ça c'est également vrai. Qu'il y a une infinité de mondes, c'est tout aussi vrai. Voilà. Donc, Mocenigo charge la barque, mais pour une part, les accusations portées contre Bruno sont pas fausses. Bruno ne croyait pas à la transsubstantiation. Je ne sais pas s'il pensait que la messe était à condamner, mais en tous les cas, qu'aucune religion ne lui plaisait vraiment, ça c'est non moins exact. Bon. Alors pour charger la barque, Mocenigo va rajouter quelque chose. Il va dénoncer les positions politiques de Bruno comme favorables à Henri de Navarre, le chef des Huguenots, qui va bientôt être le roi de France, sous le nom d'Henri IV. Alors, il est arrêté le 23 mai, notre Giordano, et il va subir les premiers interrogatoires du 26 mai au 23 juin.
Alors, dans ses interrogatoires, il va reconnaître ses doutes sur les questions théologiques, mais il va se défendre en soutenant que lui, il veut parler en philosophe et non en théologien. Et l'Église admettait d'ailleurs une certaine liberté philosophique, tant que la philosophie ne se mêlait pas aux doctrines religieuses. Et finalement, le 30 juillet, après de longues discussions, Bruno se repent et va demander humblement pardon de toutes les erreurs commises. Bon, voilà, ça aurait presque pu en finir là. Et du coup, on aurait oublié Bruno, sauf pour les spécialistes. Bon, il faut noter que l'Inquisition en Italie, et notamment l'Inquisition romaine, est quand même assez différente de l'Inquisition espagnole. La longueur même du procès de Bruno atteste qu'il manquait sans doute pas d'appui au sein de l'Église. Il devait y avoir des gens qui le soutenaient, parce que sinon son corps aurait pu être expédié plus vite. En tous les cas, en Espagne, il aurait été brûlé assez vite. Alors, les inquisiteurs de Venise ont envoyé un compte-rendu de l'interrogatoire à l'Inquisition romaine. Bon, voilà. Et alors là, chose surprenante, eh bien, l'Inquisition de Rome va demander à Bruno le transfert de Bruno. C'est-à-dire qu'elle veut reprendre l'affaire. Alors c'est un peu surprenant parce que Venise à l'époque est une république indépendante et Rome négocie avec la Sérénissime comme avec une puissance étrangère. Venise n'a pas de compte à rendre à Rome. Bon, voilà, donc il faut demander une extradition qui va prendre un peu de temps d'ailleurs. Il y a pas mal de tractations et l'extradition va avoir lieu à la fin de l'année, au début de l'année suivante, et c'est le 9 janvier que la République de Venise accède à la demande de Rome. Donc entre le 12 septembre et le 9 janvier. Là aussi, c'est parce que les choses devaient se passer pas aussi facilement que ça. Il devait y avoir beaucoup de désaccords à l'intérieur même de l'Église. En tous les cas, il est transféré à Rome entre le 19 et le 27 février 1593. Voilà, ça fait déjà bientôt un an qu'il est arrêté. Et puis alors, il arrive à Rome, le procès est suspendu. Bon. Et puis, pendant l'été, de nouveaux chefs d'accusation vont s'ajouter aux dépositions d'un co-détenu de Bruno. Alors ça, c'est un truc classique, les co-détenus qui dénoncent le détenu. Bon, et de nouveaux interrogatoires commencent à la fin de l'année 1593, et Bruno adopte la même ligne de défense. Je suis philosophe, pas théologien. Je n'enfreins pas la liberté concédée aux philosophes en philosophant. Je n'ai donc aucune raison d'être mis en cause. En janvier et mars 1584, eh bien alors là, on a de nouvelles déclarations de témoins qui aggravent les charges contre Bruno. Les faux témoins se précipitent, les vrais aussi d'ailleurs. Il faut noter que le témoignage de Mocenigo n'avait pas été pris entièrement en compte, parce que il était corroboré par personne, et le principe juridique testis nullus, un seul témoin, un témoin nul, valait. Mais alors maintenant, on a plusieurs accusations de toutes sortes, selon lesquelles Bruno n'avait aucune religion, ni à l'école d'homme catholique, développe en philosophie des positions contraires à la religion, et à la foi, et toutes ces accusations sont donc reprises, amplifiées, et le cas de Bruno s'aggrave quand même sérieusement. Bon. Alors, les nouveaux témoignages sont souvent beaucoup plus vagues que ceux de Mocenigo, donc pour ça je disais peut-être pas mal de faux témoins. En tous les cas, l'Inquisition va décider de prendre un examen détaillé des livres de Bruno. La suite du procès d'ailleurs est retardée, parce que le Saint-Office est, surbooké à ce moment-là, puisqu'ils viennent de reprendre le procès de Tommaso Campanella, de Francesco Pucci, de Cola Antonio Stigliola. Et puis, le 20 décembre, Bruno présente un mémoire pour sa défense, aujourd'hui perdu d'ailleurs ce mémoire. Et donc le procès va reprendre, et nous sommes maintenant en 1596, 18 septembre, donc 4 ans et demi.
Sur la base donc de l'examen des œuvres de Bruno, le Saint-Office détermine les éléments d'hérésie. Et le 18 décembre, l'interrogatoire de l'accusé reprend. Voilà. Le 24 mars, on invite Bruno à renoncer à sa théorie de l'infini, de la multiplicité des mondes. Et il est soumis alors à un interrogatoire strict, ce qui vraisemblablement signifie la torture. Bruno va répondre à ses accusateurs, mais du 13 avril au 29 décembre 1598, le procès est suspendu, puisque Clément VIII est absent de Rome. Le 12 janvier 1599, à l'instigation du cardinal Bellarmine. Alors lui, ça c'est un personnage dont il faut garder la mémoire, puisque Bellarmine, ça va être celui qui va instruire le procès de Galilée. Un homme constant dans l'erreur. Sous l'instigation de Bellarmine, on contraint Bruno d'abjurer 8 propositions hérétiques. Alors, Bruno se déclare d'abord prêt à abjurer sans condition. Et puis alors, le 18 février, il adresse un nouveau mémoire au Saint-Office. Et le 5 avril, il remet en question l'abjuration de certaines propositions. Voilà. Bruno cède, parce que ça fait longtemps qu'il est en prison, il ne doit pas aimer particulièrement la prison, et puis la menace de l'interrogatoire strict doit jouer. Et puis au moment où il a cédé, il se dit non, c'est une erreur, et il remet une pièce dans la machine, et il envoie un mémoire au Saint-Office. Et donc le 9 septembre, on décide l'application de la torture. Alors Clément VIII s'y oppose, et exige de l'accusé une abjuration sans condition. Le 10 septembre, Bruno se déclare prêt à abjurer. Mais le 16 septembre, il envoie un nouveau mémoire au pape et revient sur son projet d'abjuration. Et du coup, le 17 novembre, on va prononcer la sentence qui condamne Bruno comme hérétique impénitent. Hérétique et impénitent ne doit pas s'en repentire. Donc là, sans repentir, pardon. Et là, c'est l'accusation suprême. Hérétique, ça passe, mais hérétique impénitent, ça passe pas. Le 21 décembre, donc à la suite d'une visite du Saint-Office, il refuse toute abjuration. Là, cette fois, il leur dit, je peux en parler, allez vous faire voir. Le 20 janvier 1600, donc Clément VIII ordonne que l'accusé, considéré comme hérétique, soit remis au bras séculier, parce que l'Église ne se salit pas les mains, elle n'exécute pas elle-même les hérétiques, Tartufferie catholique oblige. Et le 8 février, chez le cardinal Madruzzi, on lit à Bruno sa sentence. Bruno écoute la sentence à genoux, puis il se lève et prononce une phrase restée célèbre. « Vous tremblez plus, vous qui prononcez cette sentence, que moi qui l'écoute. » C'est notre Socrate italien. Le 17 février, donc il va monter sur le bûcher qui est dressé au Campo dei Fiori, un observateur hostile à Bruno raconte sur le point de mourir alors qu'on lui présentait l'image du Sauveur, il la refusait avec un visage torve et méprisant. Bon, en tous les cas, il ne s'est jamais repenti. Il n'a pas imploré ses juges, il a accepté et il est mort. Alors, je voudrais terminer en comparant ce procès de Bruno à quelques autres procès à la même époque. Le procès de Bruno n'est pas un événement anecdotique. Bruno va être l'emblème qui va résumer symboliquement un certain combat. Et Bruno, ça va être cet homme brûlé pour ses convictions philosophiques. Et du coup, Bruno devient le héros de la libre pensée. Mais il serait bien de regarder les choses plus en détail dans les conditions historiques et politiques de l'époque. Les procès en hérésie sont fréquents, au Moyen-Âge et à la Renaissance. Néanmoins, très rares sont ceux qui se terminent par une condamnation aussi terrible que cette condamnation au bûcher. C'est pas l'Inquisition espagnole traquant les mauresques. Tant que l'affaire peut se régler entre clercs, dans une langue inconnue du grand public, le latin, on trouve toujours des arrangements. On va déclarer telle proposition d'un philosophe hérétique, sans déclarer le philosophe lui-même hérétique. Parfois, on va brûler ses livres, mais c'est déjà très très rare.
la plupart du temps, se contentent de publier un texte, la page 322 de l'écrit du frère Dugommier est hérétique. Point. Les hérétiques sont par contre sévèrement châtiés quand il s'agit plus de philosophie ou de théologie, mais quand il s'agit de politique. Dans la politique qui est en cause. Les cathares vont être impitoyablement pourchassés, tués et brûlés, non pas parce que l'hérésie cathare était intolérable, alors elle l'était par certains égards, mais parce que les cathares, c'est un enjeu de pouvoir. Tout le sud-ouest de la France, derrière le comte de Toulouse, était en train de faire sécession, et c'est le pouvoir politique et du roi de France et de l'Église qui est mis en cause. C'est pour ça qu'on brûle les cathares. D'ailleurs, on va traiter les Templiers, qui pourtant ne sont pas hérétiques du tout, exactement comme les cathares, mais là cette fois parce que le roi de France veut leur argent. Bon. L'Inquisition espagnole va se déchaîner contre les Mauresques et contre les Juifs. Mais encore une fois, c'est une question de politique. C'est une question de politique. Bon. C'est également une affaire de politique qui conduit Savonarola au bûcher. Ce sont les affaires internes à Florence, plus ces dénonciations du pape Borgia, qui le conduisent au bûcher. C'est pas la doctrine théologique ou philosophique de Savonarola. Voilà. Bon. La réforme protestante, les guerres de religion, la contre-réforme catholique vont donner d'ailleurs à l'Inquisition sa violence destructrice maximale, qui va se traduire par toute une série de procès. On connaît bien en Espagne, mais en Italie du Nord, on a brûlé des tas de sorcières, c'est-à-dire de malheureuses femmes qui, parce qu'elles étaient seules, étaient accusées de tous les maux. Alors, donc je vais me concentrer sur deux autres exemples de procès en hérésie, pour mettre un peu en perspective celui de Bruno. Pratiquement contemporain de Bruno, nous avons Tommaso Campanella, qui est né en 1568 en Calabre, qui passe la plus grande partie de sa vie en prison, dont le premier procès est en 1591, c'est-à-dire un an avant celui de Bruno. Il est dominicain comme Bruno, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'ordre des dominicains qui prédispose à ce genre d'aventure, et il est condamné pour hérésie en raison des thèses de sa Philosophia Sensibus Demonstrata, philosophie démontrée par les sens, un ouvrage d'inspiration naturaliste. Il est libéré sous condition, voyage en Italie, rencontre Galilée à Padoue, encore un qui a rencontré Galilée. En 1598, il rejoint son couvent en Calabre, mais il est à nouveau arrêté, transféré à Naples, où il subit la torture avant d'être condamné pour hérésie en 1602. Donc ça fait 2 ans que Bruno était exécuté. Et c'est en prison qu'il va écrire et publier le livre connu de lui, qui est son utopie un peu platonicienne, qui s'appelle La Città del Sole, la cité du soleil. Il va être libéré en 1626 et il est à nouveau arrêté à Rome. Il est emprisonné jusqu'en 1629 et puis il va finir ses jours en France. Donc lui n'est pas brûlé, mais il va passer sa vie en prison, pourchassé pour ses livres et ses idées. Il y en a un autre qu'on je veux signaler ici, qui est Vanini, qui lui est né en 1585 et qui a été brûlé à Toulouse en 1619 pour blasphème. Alors, il avait suivi un itinéraire géographiquement et intellectuellement proche de celui de Bruno, puisqu'il est né à Lecce dans les Pouilles. Il poursuit ses études à Rome, à Naples, à Padoue. Il va voyager en Suisse, en France, en Hollande, en Angleterre. C'est aussi un itinéraire assez classique de tous ces penseurs du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et puis en 1612, il va abjurer la foi catholique, alors qu'il est en Angleterre. Mais le voilà, illico presto, incarcéré pendant 49 jours pour avoir attaqué l'église anglicane. Alors il va retourner à Lecce, revient au catholicisme, puis retourne en France, et après avoir été autorisé, l'un de ses livres est jeté aux flammes. Il se réfugie à Toulouse, où il fréquente les milieux libertins, mais le Parlement de Toulouse s'inquiète de son influence sur la jeunesse, il est aussi accusé de corrompre la jeunesse, c'est un grand classique, et il est convaincu, donc, il est déclaré. Il y a un procès, donc, qui va se développer. Il essaie de se défendre sur la même base que Bruno, il dit, je suis philosophe, je ne m'occupe pas de théologie. Mais
Sa défense d'ailleurs est si habile que l'Inquisition a du mal à prouver qu'il est hérétique. Mais finalement on va le convaincre de blasphème, d'impiété, d'athéisme, de sorcellerie, de corruption des mœurs. Bon, il va être condamné à avoir la langue coupée, là, puis qu'il parle. Puis il est étranglé et brûlé le 9 février 1619 sur la place du Salin à Toulouse. De mémoire de Toulousain, dit-on, on n'a jamais entendu hurlement plus terrible que celui de Vanini. Alors, s'il fallait comparer le procès de Bruno à un autre procès, c'est évidemment, on pense à celui de Galilée, qui s'est terminé assez différemment, puisque Galilée n'a pas été brûlé, contrairement à ce que disaient souvent nos élèves. Alors, s'il faut les comparer, c'est parce que les enjeux semblent les mêmes. Bruno et Galilée défendent des thèses de Copernic, affirment que l'univers est infini, que la Terre se meut, etc. Et ils ont un point commun qui est leur accusateur, le cardinal Bellarmine, jésuite cultivé, c'est-à-dire que, en son fort intérieur, il devait savoir que les autres avaient raison. Jésuite cultivé, mais particulièrement retors. J'y reviendrai à propos de Galilée dans 15 jours. Voilà. Alors l'issue des deux procès est cependant très différente, tout simplement parce que Galilée va accepter d'abjurer. Il ne voulait pas que la Terre tourne, et ben elle ne tourne pas. Bon, on va réfléchir sur les raisons qui conduisent Galilée à abjurer, mais il y a une grosse différence. Galilée savait qu'il avait fait une découverte scientifique qu'il était impossible de réfuter. Et donc, le nom de Galilée, la philosophie de Galilée, n'ont pas beaucoup d'importance pour lui. Pour nous, si, maintenant, parce qu'on l'étudie, mais pour lui, il n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'il sait que les générations futures, de toute façon, le suivent. Et d'ailleurs, c'est vrai, il faudra 10 ans pour que tous les gens qui connaissent un peu ces questions rejoignent Galilée, et puis même l'Église en 1750 va accepter que Galilée finalement avait raison. Bon, elle mettra encore 2 siècles pour le réhabiliter, 2 siècles et demi pour le réhabiliter, et encore dans des conditions absolument invraisemblables. Mais en gros, Galilée a gagné, et il le savait. Par contre, si Bruno abjure, c'est sa philosophie qui est mise en cause, et pas simplement sa doctrine astronomique. Et donc pour lui, c'est bien plus important. Si Bruno avait abjuré, on l'aurait oublié. Et si Socrate avait fait ce qu'avaient demandé ses juges, on l'aurait oublié aussi. Il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir ici, dans ce rapport entre la pensée et le destin que se sont choisis un certain nombre de philosophes. Merci.